Il a quitté discrètement le pays un certain lundi. Lui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, se trouve à Bruxelles pour des raisons de visites privées, mais des médias, si pas la presse internationale, a fait de révélations faisant état d'une intervention chirurgicale sur le président de la République. Les uns ont parlé d'une opération à cœur ouvert, d'autres ont parlé de l'hernie discale, mais des sources officielles ici au pays affirment que le chef de l'État n'est pas malade, il ne s'agit pas d'une quelconque intervention chirurgicale, mais il est en Bruxelles pour des raisons de visites privées liées à un check-up. Ici au pays, des questions s'élèvent, si pas un débat, autour de l'intérim de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Naturellement, c'est le président du Sénat qui doit assumer l'intérim du président au cas où il y aurait un empêchement pour cause des décès ou toute autre raison liée, par exemple, à sa démission. Est-ce que Modeste Bahati Lukwebo peut déjà prendre le pouvoir pour assumer l'intérim du président de la République et empêcher pour des raisons de check-up, en croire les sources officielles? C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cette émission pour comprendre si le processus de l'intérim du président peut être déjà déclenché. Que dit la Cour constitutionnelle dirigée par un pro Tshisekedi? Ce sont là des interrogations qui vont faire l'objet des échanges entre nous et notre invité. Et puis nous allons parler du déraillement du train au niveau de la province du Lualaba. Conséquence, nous avons perdu au moins 75 Congolais sont morts, ont trouvé la mort dans cet accident, on va l'appeler comme ça, du train. Mais de l'autre côté de la direction générale de la SNCC, on parle de passagers clandestins qui ont trouvé la mort. Mais qu'en est-il du suivi qui doit être fait avant que le train ne puisse prendre le rail pour aller à sa destination? Il y a eu quelque part un peu de défaillance sur ce côté. Est-ce que le directeur général ne pourrait-il pas jeter l'éponge pour compétences avérées par rapport à cette crise qui sévit au niveau de la société SNCC? Et puis il y a cette problématique autour de la moralité des hommes d'église en République démocratique du Congo. L'opinion publique congolaise fait face à une certaine polémique autour de complots qui se trameraient contre Moïse Mbiye, qui a fait des révélations lors de son homélie, de sa prédication au niveau de l'église Bethel de Limité. L'homme est allé dans tous les sens pour dénoncer ses collègues pasteurs qui font des complots contre lui. Il a dénoncé ce qu'il a qualifié des organisations sataniques et diaboliques, et nous allons voir ce qui va se passer autour de ça. Mais ceci relance un tout petit peu la polémique sur la moralité des hommes de Dieu en République démocratique du Congo. Nous avons pas plus tard qu'il y a quelques mois seulement, la société congolaise a eu à assister à une sorte de la théâtralisation du comportement des acteurs religieux. Nous avons vu les églises catholiques et protestantes être en opposition avec les églises de réveil autour de la désignation du président de la CENI, l'abbé Donatien Choulet. Aujourd'hui, Monseigneur avait à l'époque dénoncé les intimidations, les menaces et les corruptions dont faisaient face les hommes de Dieu pour faire passer les candidats du pouvoir. Curieusement, les églises catholiques et protestantes sont désormais derrière Denis Kadima dont ils avaient contesté hier. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette chronique des partis locaux. Nous recevons spécialement pour vous Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa est l'initiateur du parti politique Les BAT. Lèvons-nous et bâtissons. C'est un parti politique en gestation en République démocratique du Congo. Il est aussi militant pro-démocratie, pro-bonne gouvernance. Lui aussi fait face aux menaces et aux intimidations du régime en place. Alain Bolodjoa, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment va le BAT? Oui, ça va, on s'est retrouvés les dimanches. On a eu à faire, à tenir une réunion technique où on a insisté sur certaines dispositions du règlement intérieur, mais aussi sur la vision que nous faisons par rapport à la société. Donc le projet de société, nous avons essayé de partager avec des amis avec qui nous étions en réunion. Ils ont eu à réagir et nous allons continuer dimanche prochain. En tout cas, ça va.
Très bien. Ça va du côté de l'EBAT. L'agrément, vous ne l'avez pas encore eu de la part de non, on doit finir avec le règlement et le projet de société parce que ça fait partie de conditionnalité. Parce que lorsqu'on va déposer notre projet de société et les statuts, c'est en ces moments-là qu'on attendra l'agrément au niveau de l'administration publique. On espère que ça se passera bien de ce côté-là. Il ne faut pas bloquer les partis politiques le battent pour des raisons que vous connaissez, même si vous ne partagez pas le point de vue, les convictions d'Alain Bolodja, mais vous n'avez pas le droit de bloquer l'agrément de son parti politique en gestation. Si vous le faites, vous allez violer intentionnellement les lois de notre pays qui donnent la possibilité à tout Congolais de créer un mouvement associatif, voire même politique. Alain Bolodja, on va commencer avec vous, avec cette polémique que nous observons. Nous avons tous suivi le pasteur Moïse Mbié qui est revenu lors de son homélie, de sa prédication pour dénoncer ce qu'il a qualifié d'un complot contre lui, un complot concocté, mis en place par ses propres collègues pasteurs. Est-ce que la scène que nous offrent les pasteurs congolais aujourd'hui, certains pasteurs, parce qu'il y a un autre qui se démarque, mais au moins les plus célèbres, les plus connus, est-ce que cela ne va pas décourager des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, croient encore aux églises? Bon, j'en fais partie. Je suis un chrétien. J'ai été baptisé depuis 1994. Je crois en Jésus. Dans quelle église? Comme Seigneur et Sauveur. Vous avez été baptisé dans quelle église? Je suis membre des Assemblées des Dieux, membre de l'église d'abord, et je me connais un peu par rapport à la gestion des ambitions individuelles et surtout aux caractéristiques de ceux que vous appelez par moments les serviteurs de Dieu. Pour être serviteur de Dieu, il faut être recruté par lui et être investi par lui. Par moments, on confond ceux qui parlent de Dieu et ceux qui sont réellement les serviteurs de Dieu. Parce que être pasteur ne veut pas dire être serviteur de Dieu. Il y a des gens qui considèrent les églises comme des boutiques, et ils sont nombreux. Il y a de ceux qui n'ont pas l'ADN de Jésus, mais qui prétendent être des pasteurs, être des serviteurs de Dieu. Et c'est ça, en fait, notre perception de la situation. Alors qu'en réalité, il n'y a que lui, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dire tel est serviteur de Dieu et tel autre ne l'est pas. Parce que si nous prenons la vie de Jésus et son message, on doit se rendre compte que ceux qui sont de Jésus se distinguent par leurs fruits. Voyez-vous? On ne peut pas être hautain et prétendre être de Jésus. On ne peut pas être orgueilleux et prétendre être de Jésus. On ne peut pas être cupide et prétendre être de Jésus. On ne peut pas être obsédé sexuel et prétendre être de Jésus. Voyez-vous? Donc nous n'avons pas déjà au départ le même indicateur pour savoir tel est de Jésus ou pas. En ce qui concerne la situation que vous venez de décrire, effectivement, il y a beaucoup de problèmes au sein des églises. Je prendrai même l'exemple de mon propre grand frère. Il est pasteur, mais il a été empoisonné à 3 reprises. Au sein de l'église? Non, il a été empoisonné. On ne sait pas s'il a été empoisonné par ses confrères pasteurs ou d'autres personnes de l'église qui étaient en conflit, ou sinon les bandits. Parce que par moments, ils sont exposés par rapport à ce qu'ils font, par rapport au rôle qu'ils jouent. Et ils se créent aussi des ennemis. Parce que déjà dans son approche, il est plus dans l'idée de fustiger la mauvaise gouvernance, d'insister sur la situation de la population, parce que lui, il est plus dans une approche de développement, il initie des projets, il prend par moments position au regard de certaines réalités sur le terrain, donc il peut aussi avoir je ne pourrais pas appeler les ennemis, il peut aussi avoir des situations avec des conflits d'intérêts avec d'autres personnes, mais ce qui est vrai, ce sont là des réalités. Monsieur Moïse Mbié est passé dans des turbulences. Vous savez déjà, avant qu'il ne soit investi comme pasteur, il était musicien, il y avait déjà des conflits à cette époque. Et même lorsqu'il a été désigné comme successeur à son père, il y a eu des gens qui ont fustigé, justement parce qu'ils ne voulaient pas considérer ça comme un empire. Les gens pensaient qu'il fallait être, son père devait être succédé par quelqu'un qui a eu à travailler au départ avec lui, parce que
C'est vrai qu'il était croyant, il chantait pour la gloire de l'Éternel, mais il n'était pas engagé en tant que tel à l'église. Il déméritait. Donc, bon, je ne sais pas s'il déméritait, mais il y avait des gens qui méritaient mieux que lui. Très bien. Vous, mais donc qui n'ont pas été choisis. Ça posait problème. Voilà. Au-delà de ça, la posture que lui-même a eu à prendre par rapport à sa vie, par rapport à ses messages, effectivement, il se mettait par moments en porte-à-faux avec d'autres tendances. Donc il y a beaucoup de raisons. Il a eu certainement à promettre le mariage. C'est-à-dire que tous ces éléments-là le mettaient déjà en difficulté avec d'autres. S'il a des problèmes particuliers aujourd'hui avec d'autres prétendus pasteurs, cela se justifie du simple fait que les débats, déjà au départ, comme nous l'avons décrit, l'exposer déjà à ces genres de conflits. Alors, ce qui importe aujourd'hui, c'est son attitude. Voyez-vous, je pense qu'il doit se comporter comme son maître Jésus, être serein, être calme, s'il a raison. Et quant aux autres, de revoir un peu leur manière de... S'agissant de la sérénité, hein, d'être calme, on l'a vu lors de sa prédication, il est loin d'être ce que vous dites, parce qu'il a dit qu'il a enregistré ses propres collègues, et il s'est même vanté d'être originaire de Matété. Vous connaissez, lorsqu'on parle de Matétois, vous connaissez ce que ça représente. Lui, en tant qu'homme de Dieu, il se revendique être issu de Matété pour des comportements que nous connaissons, et il a même promis de mettre sur la place publique les enregistrements de ses propres collègues pasteurs qu'il accuse d'avoir mis en place un complot contre lui. Ah oui, c'est ça en fait le problème. C'est-à-dire que, comme nous l'avons dit au départ, il faut qu'on voie l'ADN de celui pour qui vous travaillez. C'est-à-dire Jésus. C'est la référence. Effectivement, on ne peut pas être chrétien, ne pas être comme Jésus. C'est-à-dire que dans Jésus, on voit l'humilité, on voit la simplicité, on voit l'amour, on voit un tempérament calme. Mais lorsqu'on est différent de ça, on ne peut pas prétendre être chrétien. Parce qu'on ne peut pas être matétois et chrétien à la fois. Non, ça ne marche pas. Avoir deux identités à la fois. Si vous êtes matétois, c'est-à-dire que vous êtes sportif, vous êtes violent. Ça va aux antipodes de la philosophie déjà chrétienne. Donc ce sont là des réalités. Ils doivent comprendre que ce sont des influenceurs. Des gens qui peuvent influencer les attitudes des uns et des autres. Mais si eux-mêmes déjà on sent qu'il y a des tares, il y a de faiblesses, eh bien ils risquent de désorienter l'Église. Et c'est un problème général. Nous voyons comment certaines personnes qui se présentent comme de ministres de Dieu, voyez-vous, qui vivent dans l'opulence. Ils ont beaucoup d'argent avec des gardes du corps, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne se promènent qu'en cortège. Hein? Les gens doivent s'incliner devant eux. C'est lui qui doit recevoir les parfums. Et pourtant, avec le Maître Jésus, ce n'était pas le cas. C'était lui qui lavait les pieds des autres. Même lorsqu'on amenait le parfum, il refusait, bien qu'il avait accepté par la suite. Vous sentez que Jésus était humble. Alors comment pouvons-nous les appeler des chrétiens de lors qu'eux-mêmes se comportent comme des mondains? Voyez-vous, ce sont là le problème. Et le problème, il y en a beaucoup. On a assisté dans ces pays un pasteur qui a porté plainte contre un autre pasteur pour des faits qu'on pouvait négliger. Il y a d'autres pasteurs qui ont été empoisonnés et même qui ont perdu la vie justement parce qu'il y avait d'autres pasteurs qui réagissaient. Donc ce sont là, c'est-à-dire que nous n'avons pas de manette pour jauger, voir si effectivement ce sont des hommes de Dieu, mais ce qui est vrai, ils parlent souvent de Dieu et je ne sais pas s'ils le sont réellement. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Il y a un autre qui a fait toujours une autre déclaration. Il s'illustre ces derniers temps par des prophéties qui retrouvent des jeunes gens en plein débat sexuel dans les hôtels et lui il rapporte ça. Il donne des prophéties en direct, en live, des jeunes gens qui font des débats sexuels au niveau des hôtels. Lui c'est le prophète Francis Tatou. Il a clairement dit que les Batété-là sont des sauvages. Il faut éviter de prendre les femmes Tété-là. Vous êtes l'oncle ou Tété-là. Comment pouvez-vous analyser ces déclarations? Est-ce que ce sont des déclarations vantes au
tribalisme et à la haine tribale? Bon, je crois que par moment, il y a une sorte de dérive, ce que je pourrais appeler l'ivrognerie langagière. Voyez-vous, les Batétés là étaient sauvages. Peut-être ça pouvait passer parce que nous avons tous été sauvages à un certain moment de la vie. Voyez-vous, pas nous, mais notre lignée. Voyez-vous, parce que déjà au départ, c'était un cliché qui a été présenté au niveau, qui a été présenté au niveau international, que nous n'étions pas cultivés. Et c'est ce qui a justifié la colonisation. Et c'était ça le message lancé par le roi des Belges avec l'association AIA qui est devenue EIC par la suite. C'est-à-dire que c'est ça, c'est comme ça que nous avons été présentés. Mais il y a des gens qui ont été modelés, il y a des gens qui ont été civilisés, si on peut emprunter leur mot. Aujourd'hui, les dire, c'est s'attaquer pratiquement pas à une communauté. Parce que les Tétés là n'est pas une communauté en tant que telle. C'est un ensemble de tribus, voyez-vous. C'est-à-dire que vous vous attaquez à une catégorie des gens, mais attendez-vous qu'il y ait des réactions. Parce que là, en disant ça, et si c'est ce qu'il a dit réellement, c'est-à-dire qu'il a voulu faire une mauvaise publicité de femmes Tétés là, et bien là, c'est une manière de discriminer une catégorie des gens, et je ne sais pas dans quelle province où on ne trouvera pas des sauvages. Parce que l'homme, déjà par essence, est né sauvage. L'homme est né avec une animalité empirique. Et c'est la société qui l'amène à être plus doux, plus tendre. Il y a des femmes, il y a des gens qui ont épousé des femmes Tétés là aujourd'hui, qui sont heureux. Il y a d'autres qui ont épousé les femmes de sa tribu qui ne sont pas heureux. Alors pourquoi faire la mauvaise publicité des autres tribus? Voyez-vous, ce qui manque, c'est l'absence de la sensibilité par rapport à cette question-là. Voyez-vous, nous avons une difficulté aujourd'hui de gérer cette sensibilité-là. Mais lorsque vous, qui avez la possibilité de passer dans les télévisions, d'être devant les gens, vous faites ça, ça veut dire que vous vous attaquez à l'unité nationale. Et ce n'est pas bon. J'ai vu des pasteurs dire que de manière générale, les femmes mongols sont des putes. C'est stéréotype, hein? C'est-à-dire que c'est des jugements de valeur qui ne sont fondés, qui ne sont pas fondés. Je pensais par exemple à la télé de dire que les hommes louba ne sont pas intelligents. Ou de dire que le mongo sont des voleurs. C'est-à-dire que ces discours-là doivent être tamisés. Et avant de les dire, il faut réfléchir à deux fois. Parce qu'il y aura certainement des réactions. Et ce n'est pas bon. Moi, je ne vois pas une tribu au Congo qui soit parfaite. Ça n'existe pas. Dans chacune des tribus, il y a des faiblesses. Mais il faut maintenant mesurer la portée de ce que nous allons prendre, nous allons dire ou le prononcer comme parole. Voilà. Très bien, Alain Bolodjoa, nous recevons pour vous Alain Bolodjoa qui s'étend un peu sur cette question de la moralité des hommes de Dieu au Congo. Nous avons vu, toujours, on garde toujours le chapitre avec les hommes de Dieu, nous avons déjà vu la nudité de plusieurs pasteurs ici au Congo. Ça ne vaut pas la peine qu'on revienne encore sur cette émission parce que vous en aviez analysé à l'époque. Les corps de pasteurs qu'on a mis sur les réseaux sociaux, ça ne vaut pas la peine qu'on revienne. Mais au moins, nous avons vu une guéguerre entre les hommes de Dieu. C'est là qu'ils sont censés nous éclairer, c'est là qu'ils sont prétendument éclairés par le Saint-Esprit. Je parle ici de la composante confession religieuse qui nous avait offert à l'époque un spectacle désolant. D'un côté, il y avait les églises catholiques et protestantes. De l'autre côté, il y avait les églises de réveil autour de la désignation du président de la CENI. Est-ce que ce fait que nous venons d'analyser vient tout simplement étayer la thèse que on est en train de voir la moralité des hommes de Dieu au Congo petit à petit en train d'être dilué? Bon, en fait, comme nous pouvons le dire, l'homme est le fruit de sa société, voyez-vous. Et l'Église est là justement pour modeler l'homme, donner à l'homme des vertus. Mais lorsque l'on trouve le monde à l'Église, comme pouvait le dire le frère Patrice Moussoko, lorsqu'on trouve le monde dans l'Église et l'Église dans le monde, on est dans la confusion, voyez-vous. On est perdu complètement. Effectivement. Prenons d'abord par rapport aux questions politiques. Il est malsain que l'Église
soit aujourd'hui dans des débats politiciens. Si des débats politiciens, oui. Si aujourd'hui nous avons des difficultés dans ces pays, c'est justement parce qu'il y a une crise de moralité. Et tout le monde était appelé à recourir vers l'Église pour trouver cette moralité-là. Parce que aujourd'hui, dans notre société, il y a une dépravation de mœurs. Il y a une moralité qui a atteint son paroxysme. Les gens n'ont plus de vertu, n'ont plus de valeur. Et le premier réflexe pour tout Congolais, c'est d'aller vers l'Église pour trouver ces valeurs. Mais si dans l'Église, on trouve les mêmes réalités, eh bien c'est fini, les gens n'ont plus de repères, n'ont plus de références. Les pasteurs sont supposés bénéficier d'une présomption de sainteté. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à être différents de la société. Sur le plan de principe. Non, mais effectivement, mais si eux-mêmes se versent dans le vice, dans l'immoralité, dans l'inconscience, eh bien ça pose problème. Effectivement, il y a eu un débat sur la problématique de la désignation. Ce qui est vrai, moi je suis convaincu que l'Église catholique et l'Église protestante avaient une bonne posture du fait qu'elles étaient restées dans le principe, dans l'idéal. Fort malheureusement, avec les temps, eux-mêmes ont basculé pratiquement pour aller rejoindre ceux qui avaient bafoué des revirements. L'égalité. Effectivement. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans leur entendement, du mal peut sortir les biens. Non, mais ça, c'est l'inverse. Ça c'est dangereux. C'est ça le problème. Et comment pouvez-vous être berné à plus d'une fois? Si vous vous battez réellement pour la justice, pour la vérité, pour le droit, vous ne pouvez pas être aussi vacillant. Vous ne pouvez pas vaciller au regard des données sur le terrain, au regard de l'évolution. Les constances. En réalité, effectivement, en réalité, lorsque vous prenez une position qui est justifiée, c'est aux autres de revenir à la raison. Mais lorsque vous allez vers eux, c'est une manière de reconnaître que la deuxième motivation n'était pas la meilleure. Probablement qu'ils ont trouvé gain de cause par rapport à leur démarche. Parce que jusque-là, la population n'a pas trouvé gain de cause. Il y a eu des marches qui ont été initiées, qui ont été même projetées, avec une date précise. Ces marches-là n'ont pas été organisées. On a vu des politiques approcher l'Église. On a vu l'Église recevoir des cadeaux. Ce qui veut dire que quelque part, ce qui a été fait... Là, vous voulez parler de la rencontre entre le cardinal Ambongo... il n'y a pas que lui. Le conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Christophe Mosonkodia, Modeste Bahati et Samaloukonde, qui sont allés voir le cardinal Ambongo chez lui à la maison. Il n'y a pas que ça. Il y a eu la Senko qui s'est déplacée aussi vers M. Félix Tshisekedi. Ils ont reçu des jeeps. Hein. Effectivement. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces présents ont finalement changé la perception des hommes de Dieu. C'est l'impression qu'ils donnent. Alors, dites-moi, vous qui avez des standings de vie mieux que nous, vous qui avez une responsabilité sociétale, une responsabilité morale plus que nous, vous qui avez pris l'engagement de servir que la vérité, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous optez pour le mensonge, justement parce que vous avez reçu des présents. Automatiquement, vous ne trahissez pas que nous, vous trahissez même votre maître. Ah, mais est-ce qu'ils en tiennent compte? Non, mais effectivement, ce sont là les réalités. Et moi, je ne serais pas surpris que demain, que ceux qui sont dans l'église puissent sortir de l'église. Vous mettez en mal leur foi. Finalement, je vais vous relancer, Alain Bolodjoa. Je dois rappeler ici que les élections de 2006 étaient organisées par un prêtre de l'Église catholique. Les élections de 2011 organisées par le révérend Daniel Ngoïmoulunda. Les élections de 2018, ce sont les religieux qui ont présenté Koné Nanga. Tout comme celles qui vont avoir lieu en 2023, c'est toujours les religieux qui ont présenté ces animateurs de la CENI, si pas le président de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple peut encore compter sur la moralité des hommes de Dieu, surtout ceux qui viennent prendre part au chapitre politique? Bon, je crois que
comme vous l'avez dit d'ailleurs au départ, il y a toujours des exceptions. Il y a ceux qui se conforment à leur texte de base qui est la Bible. Il y a ceux qui considèrent que le pays va très mal et qui continuent à prêcher Jésus. Mais il y a aussi ceux qui veulent profiter de la situation justement pour se caser ou se faire une santé financière. Prenons par exemple le cas de l'abbé Malumal. Il porte aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, bien que il est dans le haut on espère qu'il est au paradis. Bon, je ne sais pas comment on va espérer parce que nous n'avons même pas la capacité de mesurer. Mais ce qui est vrai, je pense que ce qu'il a fait, il n'a pas fait ça seulement pour les candidats, mais il a fait ça pour contre toute la République. Aujourd'hui, nous payons la facture. Voyez-vous? En 2011, la même réalité. Il est revenu, il y avait d'abord une polémique autour de lui, il est revenu, et son évêque avait soutenu qu'il a obtenu la permission, alors que sa propre église avait refusé le fait qu'il soit le représentant de l'église catholique. Non, le problème c'est qu'ils ne doivent pas aussi... Toujours les églises, hein? Non, mais effectivement, ils ne doivent pas aussi nous amener leurs conflits internes au niveau de questions politiques. Qui devait porter sa candidature? Est-ce toute l'église ou son évêque? Si l'évêque l'avait choisi, ce qui reste importe peu pour nous. C'est la même situation avec ce qui s'est passé avec Malonda. La candidature a été portée par les représentants de l'église au niveau de confessions religieuses. S'il y avait des antécédents au niveau de leurs églises, ça ne nous concerne nullement. Mais ce qui est important, c'est le rendement. Quelle que soit la manière dont il a été désigné. Mais il faut faire des choses pour les changements. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la différence que l'on peut faire entre un voleur de bouteilles de sucré et le pasteur corrompu? Pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ils ont tous péché, ils sont privés de la confiance du peuple. Tous péché, ils ont perdu la confiance du peuple. Est-ce que ça vaut encore la peine? Parce que je pense bien, selon l'esprit et la lettre de ceux qui ont voulu que l'organisation des élections soit détenue par les confessions religieuses, notamment que la CENI soit dirigée par quelqu'un délégué par les confessions religieuses. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que plus d'une fois, ils ont proclamé des résultats qui sont controversés, est-ce qu'il faut que l'État reprenne l'organisation des scrutins, ou il faut qu'on confie, par exemple, à MAT, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui peut être intègre, moral, capable de proclamer les vrais élus? Non, le problème c'est que MAT croit en quelque chose. Ce qui importe, c'est le degré de probité morale. Très bien, ça c'est bien. Parce qu'on peut être un athée, et d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par athée. Il y a des gens qui croient en eux-mêmes. Mais vous, par exemple, non, mais moi je crois en Jésus. Moi je ne suis pas un athée. Je crois en Dieu. Très bien. Je prie Jésus comme Seigneur et Sauveur. Très bien. Donc je suis dans cette posture-là. Évoluer. Ce qui est important, c'est les degrés de moralité. Voyez-vous? Et là, on peut les retrouver à tous les Congolais. Mais il faut aussi revoir le système. Vous savez pourquoi nous avons les difficultés aujourd'hui pour l'organisation des élections? C'est justement parce qu'on a donné beaucoup de pouvoir à ce que vous appelez bureau national. Voilà pourquoi nous préconisons la décentralisation du système électoral. On doit réduire l'influence. Pourquoi tout le monde veut avoir à tout prix la maîtrise du président de la CENI? C'est justement parce qu'ils savent que ces messieurs-là ou ces dames-là peuvent influencer le choix de la population. Quand entendez-vous pas la décentralisation du... Non, mais c'est justement réduire le pouvoir du bureau en quoi faisant? En élargissant le pouvoir de ces secrétariats exécutifs provinciaux. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, que l'on publie les résultats province par province. Que tout se fasse au niveau de province, mais il y a une coordination au niveau national. Le président du bureau national n'aura que pour mission de signer le procès après compilation des résultats déjà connus de tous. Là, la corruption ne sera pas plus facile. Non, on va si on arrive à corrompre déjà le président de la CENI au niveau central, est-ce que vous pensez que la corruption ne sera pas plus facile, plus aisée au niveau provincial? Non, le problème c'est que déjà par rapport à la présidence de la République, corrompre 26 secrétaires exécutifs provinciaux, ça ne sera pas facile. Comment ça? Non, mais corrompre 26 députés et secrétaires exécutifs provinciaux, ça ne sera pas facile parce que là, ils sont déjà à 26. Au-delà de ça,
il y aura une plénière et un comité de suivi. Au-delà de ça, on doit renforcer le mécanisme de procès-verbaux justement pour permettre à ce que ceux qui vont compétir puissent avoir le procès-verbaux. Au-delà de ça, le champ est réduit. Dans la plupart des cas, c'est au niveau de la compilation nationale qu'il y a fraude. Dans la plupart des cas, on a vécu ça en 2006, en 2011, en 2018. Le fait seulement qu'on prend les plis qui viennent de province, qui doivent venir ici au niveau de Kinshasa. On crée un centre de compilation au niveau de comment on appelle, de Fikine. Et on ne s'est pas encadré. La compilation ne se fait pas bien. Ce qui fait que là, ça pose problème. Il faut décentraliser. En ce moment-là, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers qui ont compétit peuvent facilement jouer au niveau de la province que de ramener le dossier au niveau national. Il y a des députés qui ont réussi, qui ont gagné, qui ont obtenu plus de voix, mais qui n'ont pas les moyens de faire le suivi de leur candidature, de leurs résultats jusqu'au niveau des Kinshasa. C'est là où maintenant il y a des négociations. Réduisons le pouvoir du président de la CENI. Et vous allez vous rendre compte, même les confessions religieuses ne seront pas attirés par cette fonction-là. Très bien, Alain Bolodjoa. Aujourd'hui, on ne peut pas, moi, à mon humble avis, je crois que l'Église catholique est passée un peu à côté de son combat pour des raisons de positionnement. Ces rencontres avec le pouvoir en place ont un peu fragilisé sa démarche de lutter pour la transparence du processus électoral. Vous avez contesté Malonda Denis Kadima hier. Vous voilà aujourd'hui en train de réclamer des élections qui doivent être organisées par Denis Kadima. La même personne qui a été contestée hier. Ça semble un peu pas très crédible de la part de mon église, opposition multiple. Je crois seulement cette fois-ci qu'au peuple congolais a sa capacité de se mobiliser pour défendre ses droits. Parce que si vous comptez sur les églises, vous voyez les spectacles qu'on nous offre par ces églises, vous voyez ce que l'église catholique et protestante ont fait de leur propre démarche sur la légalité par rapport à la mise en place des acteurs de la CENI. C'est vraiment triste, je suis désolé, je regrette énormément. On va changer de chapitre, Alain Bolodjoa. Nous pleurons encore de morts. Nous avons perdu à peu près 75 morts. 75 Congolais ont trouvé la mort dans un accident de train, déraillement du train. 125 ont été blessés. On parle d'une vingtaine portés disparus. Le directeur général de la SNCC parle de passagers clandestins avec dédain qui ont trouvé la mort. Mais je me posais bien la question, est-ce qu'il n'a pas mis en place des services pour pouvoir empêcher à ces passagers clandestins de gagner le train pour aller à leur destination? Et si le service n'a pas fait correctement leur travail, qu'a-t-il fait pour sanctionner ce service? Et s'il ne l'a pas fait, clairement, il y a des faillances dans les chefs du directeur général de la SNCC qui en principe devait démissionner. Je crois pas, je pense que vous partagez ce point de vue avec moi ou que vous avez autre chose à dire par rapport à cet accident. Bon, je tiens à vous rappeler que le même jour, nous avons pratiquement perdu 105 Congolais qui sont déjà répertoriés parce que dans la partie Est, et plus précisément à Béni, il y a eu 30 morts, 30 personnes tuées. Et nous avons 75 cas déjà enregistrés par rapport au déraillement du train. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore recherchées. On ne sait pas si on va le retrouver vivant. Ce qui veut dire que le cas probable de décès est déjà estimé à 100. Là déjà par rapport à l'accident. Par moment, ce qui me répugne. Vous parlez avec beaucoup d'émotion, hein, Alain Bolodjoa. Non, ce qui me répugne par moment, c'est l'attitude quasi irresponsable de ceux qui prétendent avoir une portion de... Ça semble un peu pas très crédible de la part de mon église, opposition multiple. Je crois seulement cette fois-ci qu'au peuple congolais a sa capacité de se mobiliser pour défendre ses droits. Parce que si vous comptez sur les églises, vous voyez les spectacles qu'on nous offre par ces églises, vous voyez ce que l'église catholique et protestante ont fait de leur propre démarche sur la légalité par rapport à la mise en place des acteurs de la CENI. C'est vraiment triste, je suis désolé, je regrette énormément. On va changer de chapitre, Alain Bolodjoa.
nous pleurons encore de morts. Nous avons perdu à peu près 75 morts. 75 Congolais ont trouvé la mort dans un accident de train, déraillement du train. 125 ont été blessés. On parle d'une vingtaine portés disparus. Le directeur général de la SNCC parle de passagers clandestins avec dédain qui ont trouvé la mort. Mais je me posais bien la question, est-ce qu'il n'a pas mis en place des services pour pouvoir empêcher à ces passagers clandestins de gagner le train pour aller à leur destination? Et si le service n'a pas fait correctement leur travail, qu'a-t-il fait pour sanctionner ce service? Et s'il ne l'a pas fait, clairement, il y a des faillances dans les chefs du directeur général de la SNCC qui en principe devait démissionner. Je crois pas, je pense que vous partagez ce point de vue avec moi ou que vous avez autre chose à dire par rapport à cet accident. Bon, je tiens à vous rappeler que le même jour, nous avons pratiquement perdu 105 Congolais qui sont déjà répertoriés parce que dans la partie Est, et plus précisément à Béni, il y a eu 30 morts, 30 personnes tuées. Et nous avons 75 cas déjà enregistrés par rapport au déraillement du train. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore recherchées. On ne sait pas si on va le retrouver vivant. Ce qui veut dire que le cas probable de décès est déjà estimé à 100. Là déjà par rapport à l'accident. Par moment, ce qui me répugne. Vous parlez avec beaucoup d'émotion, hein, Alain Bolojo. Non, ce qui me répugne par moment, c'est l'attitude quasi irresponsable de ceux qui prétendent avoir une portion de pouvoir dans ces pays. Lorsque vous parlez de passagers clandestins, quel est d'abord le type de voyage? Quel est le type d'engin qui ont déraillé? Ce n'est pas le fait qu'il y a eu des passagers clandestins que le train a déraillé. On a parlé des marchandises. Il y a une source à moi qui a parlé de surcharge. Mais effectivement, il ne sait même pas circonscrire la situation. Il semble oublier qu'il y a effectivement un problème de dérèglement, un problème de dysfonctionnement. Et lui, pour se décharger de son incompétence notoire, il considère pour sa part que l'on doit jeter de l'opprobre sur ceux qui ont été, sont morts, alors qu'en réalité, il devait plutôt se mettre en cause par rapport au fonctionnement de sa structure ou de son entreprise. Lorsqu'il y a surcharge, cela veut dire que vous n'êtes pas dans la norme. Lorsque vous dépassez en termes de poids, en termes de tonnage des engins, c'est qu'il y a eu un problème de dysfonctionnement. Alors, s'il y a des passagers clandestins dans la liste en termes et par rapport à la fonctionnalité de leur structure, qui doit porter la responsabilité? Qui nous disent qui doit porter la responsabilité? Parce qu'un passager clandestin, c'est quelqu'un qui n'est pas connu par les agents. Quelqu'un qui entre de manière frauduleuse. Voilà. C'est là qu'on appelle passager clandestin. Peut-être qu'il y a eu un arrangement entre les clients et les personnes qui sont commises pour la sécurité ou la surveillance au niveau de ces trains. Mais lorsqu'on dit que ce sont des passagers clandestins, ça veut dire que vous voulez nous dire que l'entreprise n'a aucune responsabilité. Oui, mais c'est exactement ça. Alors, ce qui veut dire que tous ceux qui sont morts là sont des moutons. Même des moutons, on les respecte. Comment peut-on banaliser autant la vie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de mort au Congo, tout le monde a tendance à banaliser. Ce sont des vies. C'est devenu normal. Non, mais c'est ça. La République ne s'arrête pas quand il y a des morts de Matadi Kibala. La République ne s'arrête plus quand déjà meurt à l'Est. Quand on perd des personnes humaines dans ces conditions atroces, on dit que ce sont des passagers clandestins et puis voilà, ils sont morts comme ça. Non, le problème c'est que apparemment le cerveau de Congolais, ceux qui prétendent être des dirigeants, ont été formatés. Il y a une sorte de déformation. Ils ont maintenant des cœurs dans un état végétatif. La mort de Congolais ne leur dit
plus rien, absolument. Et ça, c'est très grave. Mais ce qui est grave, lorsque nous voyons dans le communiqué, au niveau de la RTNC, on voit le ministre tel présente ses condoléances. Très souvent, ça part pour les étrangers, ou bien entre eux. Ça va de rapidité. Quand il y a des étrangers, c'est trop rapide. Effectivement. On est expéditif. Effectivement. On peut même nous imposer le deuil national ici. Le deuil national parce qu'il y a un président tanzanien qui est décédé. Là, c'est Félix qui a fait ça. Mais s'il s'agit de Congolais, on a tendance à banaliser. Alors, prions à ce qu'ils meurent aussi. Comme ça, on ira les quitter. On va voir aussi que dans leur famille, qui perdent aussi des gens. Peut-être qu'ils vont devenir plus consensueux, plus conscients. Plus sensibles. Plus sensibles. Et ça, c'est de la pourriture, en fait. Ce sont des choses que nous devons éviter. La moindre de choses, il faut vous assumer. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes incapable de faire. Lorsque des gens prennent le train de manière illicite, il y a possibilité. S'il n'y avait pas d'accident, il allait dire quoi? Non, c'est normal. Ah, voilà. Et si il y a un autre aspect de l'analyse, si vous vérifiez bien, je ne dis pas que cela est vrai, si vous vérifiez bien, parmi ces passagers clandestins, peut-être que lui aussi a sa part. Voilà. Non, mais c'est ce qui s'est fait. Quand on bouffe sur la tête des passagers clandestins, c'est normal. Mais quand il meurt, on est irresponsable. C'est ce qui s'est fait souvent. Ils ont créé un réseau mafieux. Peut-être qu'il y a aussi des marchandises qui n'ont pas été enregistrées. Ah, c'est parce qu'on n'en parle pas. Certainement. On en parle. Au fil, il y a l'opération retour. Il y a le code part. D'ailleurs, leur chef appelle ça, comment il appelle, COP. Rétrocommission. La plus grande part revient au chef. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une clé de répartition par rapport à ça. Et c'est comme ça que l'État est berné. Alors, je me pose la question. Aujourd'hui, il y a 75 personnes. Ce sont des passagers clandestins. Au niveau de la SNEL, avec le dossier de détachement du câble, vous avez dit que vous avez interdit aux gens d'être là. Mais les câbles continuent toujours à être là. Et en dessous de ces câbles, il y a des maisons qui sont là. Qu'avez-vous pris comme mesure afin d'éviter à ce que nous retombions dans la même situation? Ce sont là de vraies vérités. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que vous là, qu'est-ce que vous entendez par gouverner? Ah, on n'a pas la même définition de la gouvernance. Hein. Gouverner veut dire quoi, d'après vous? Apparemment, il y a un problème sémantique. Les gens ne savent même pas comprendre pourquoi sont-ils là. Vous êtes là pour protéger des vies. Vous n'êtes pas là pour dénombrer les morts. Et lorsqu'il y a un mort, sachez-le que c'est un mort de trop. Parce que dans nos familles, nous mourrons déjà. La qualité de rail, la qualité des engins, la qualité du personnel, La qualité des responsables, la qualité des responsables, la qualité des responsables et des responsables, les castings. tous vous êtes rouillés, tous sans exception. Maintenant, Vous êtes de la mauvaise qualité. Il faut la reconnaître ça. médiocrité. Alors, si vous n'arrivez pas à reconnaître ça, on va s'occuper de vous. Très Parce qu'apparemment, ça commence à prendre des ampleurs. Nous ne voulons pas continuer avec les deuils. Parlez-nous de naissance. Chaque jour, il y a Parlez-nous d'emploi. Pourquoi vous ne voulez pas nous dire, voilà, on a créé autant d'emplois? Vous ne parlez que de décès, de morts. Dites-moi, ceux qui ont été tués à Béni, sont-ils aussi des passagers clandestins? on n'a même pas fait de communiqué. Ah, mais voilà, ce sont là des réalités. Le Congolais meurt et ce n'est pas bon. On ne peut pas empêcher la mort de faire son travail. Mais réduisons le cas des décès. Surtout pour de telles situations. Non, mais il y a des possibilités. Pour de telles Il y a situations. des possibilités fort, malheureusement. Les responsabilités ne sont pas établies. Du plus bas au plus haut, il n'y a pas de responsabilité, personne n'est sanctionné, tout le monde est en place, le pays n'est pas gouverné. Mais au moins, Macky Sall était le tout premier président au monde à avoir réagi par rapport à cet accident Donc avant Félix Tshisekedi. Mais j'ai dit, il était le tout premier président au monde à avoir réagi après avoir appris l'accident du train au niveau de la province du Lualaba. Avant Félix Tshisekedi qui est allé faire son check-up. Il fait son check-up tous les jours. Depuis le jour où il est parti jusqu'aujourd'hui, il fait toujours le check-up. Il n'est pas malade selon ses services. Mais il était le tout premier président à réagir. C'est plus tard
que j'avais vu les tweets de la présidente de la République pour tout simplement présenter nos Non, condoléances. Félix Tshisekedi est la présidence de la République. J'ai dit, plus tard, j'ai vu les tweets de la présidence. Je n'ai pas parlé de Félix. Félix Tshisekedi n'a pas encore réagi. Ah, mais il fait le check-up. Comment Non, vous ne lui interdit pas de tweeter. Non. Il a pris des ordonnances, cher ami. Il y a eu des ordonnances qui ont été prises au niveau de la France. C'est antidaté. Voilà. Quand lui, il fait le check-up, comment voulez-vous voir quelqu'un qui est en checking-up? C'est en anglais. Comment quelqu'un qui est en train d'être examiné puisse faire un tweet à l'occasion de décès? Non, mais il a signé des ordonnances. Là, ça devient très contradictoire. On va changer de chapitre. Les sensibilités dont on reprochait hier à Kabila a élu domicile au niveau de la présidente de la République. On ne va pas faire un sujet de l'émission tout entier, mais au moins on va prendre les derniers sujets à Alain Bolodjoa. Toujours à propos du président, ça va faire aujourd'hui à peu près une semaine et demie depuis qu'il a quitté le pays. Le pays est désormais géré à partir de Bruxelles. Le Rome de Belgique, où la capitale européenne, Bruxelles, nous sert maintenant des capitales congolaises pour gérer le pays. Est-ce que Félix ne pouvait pas laisser l'intérim du pays entre les mains de Modeste Mbati Lukwebo, qui est naturellement son dauphin pour tout cas d'empêchement. S'il y a un empêchement pour cause de maladie, s'il y a des missions, s'il y a un cas de décès pour ce qui concerne le chef de l'État, c'est Modeste qui assume l'intérim. Décidément, le pays est sous check-up, mais on n'a pas laissé l'intérim à Modeste Mbati Lukwebo. Comment réagissez-vous en tant qu'analyste? Bon, je crois que d'abord, premièrement, je tiens à souhaiter prompt rétablissement à M. Félix Tshisekedi. Il n'est pas malade, Alain. À souhaiter prompt rétablissement à M. Félix Tshisekedi. Alain Bolodjoa, s'il vous plaît, il n'est pas malade. On nous a dit officiellement que Félix Tshisekedi n'est pas malade. Non, ils ont évolué. Ils ont évolué. Oui, ils ont évolué. Très bien. Ils ne pouvaient que faire ça. Je souhaite prompt rétablissement à M. Félix Tshisekedi. Je sais que c'est un humain. Bien que par moment, il a été défié à Sensé, au nom du père Yachichi, du fils Yafachi. Mais c'est un humain, il peut tomber malade. Quoi de plus normal? C'est normal, voilà. Et donc, moi personnellement, je ne peux même pas en parler parce que c'est un humain. Voilà. Comme moi aussi, par moment, je tombe malade. Moi aussi, je tombe souvent Voilà, malade. c'est-à-dire que c'est un humain, il peut tomber malade. Quoi de plus naturel? Ce qui nous dérange, c'est l'attitude ambiguë de ceux qui prétendent l'aimer ou les soutenir. Pourquoi refusez-vous de dire à la population l'état de santé de son chef? Ça risque de déstabiliser le peuple. Non, mais c'est comme ça qu'il déstabilise le peuple. Savez-vous combien d'appels ai-je reçus seulement pour ce peu de temps? À cause de Félix? Le message, il y a des gens même qui certifient qu'il serait déjà mort. Non, non, il n'est pas mort. Non, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a Tout ça, c'est la faute des rumeurs. Non, mais C'est l'absence de communication officielle. effectivement. Qui devait communiquer? En réalité, c'est la présidence de la République parce qu'il est membre, il est le chef de l'institution président de la République. La présidence de la République a dit qu'il n'était pas malade. Et après, la présidence de la République nous dit qu'il serait malade, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que là, il y a un problème. Il serait malade, mais ce n'est pas grave. Il est malade de quoi? Il souffrait de quoi? Dites la vérité à la population. Peut-être que la population va se préparer. Vous savez, je me souviendrai toujours de ce qui s'était passé en 2016. Lorsque j'ai tweeté, je disais à ceux qui me suivent que M. Étienne Tshisekedi a été pris en charge par un certain nombre de médecins et serait amené au niveau de l'Europe par un avion affrété, justement un avion médicalisé. Les gens m'ont traité de tout et de rien. On l'a ramené comme depuis il a été amené ici, il a été enterré. Ça ne sera pas le cas pour Félix. Ça ne sera pas le cas pour nous, le souhaitons. Au nom de Dieu. Non, mais nous le souhaitons. Dieu veut que vous disiez la vérité à la population. Dites la vérité à la population. Que son commandant en chef a des difficultés. Le peuple peut s'organiser, le peuple peut se préparer à toute éventualité. Les gens ne l'ont pas fait. La Constitution n'a pas donné à M. Félix Tshisekedi le pouvoir de préparer son intérêt. Ah, mais arrêtez, Alain. Effectivement, lisez toute la Constitution. Aucune disposition de la Constitution ne lui donne le pouvoir de se choisir quelqu'un pour assurer l'intérim. Il n'y en a pas.
Ce n'est pas lui qui doit choisir, c'est lui qui va faire... La Constitution a choisi pour lui. Non, la Constitution a choisi pour lui, mais pas dans ces cas ici. C'est-à-dire que, d'après l'esprit de la Constitution, vous l'avez déjà dit, hein? Très bien, je l'ai déjà dit. Vous l'avez déjà cherché la disposition parce que effectivement, article 77. Il faut souvent démontrer les choses. Alain va nous démontrer dans quelle mesure la loi fondamentale n'a pas donné le pouvoir au président de la République d'organiser son intérim. Mais dans quel cas l'intérim du président de la République peut être déclenché? Dans quelle situation? Alain Bolodjo est en train de chercher la disposition pour vous déclarer. Article 75. Très bien. En cas de vacances, pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause, d'empêchement définitif, c'est-à-dire qu'on donne les raisons, le contexte. Allez jusqu'au bout de l'article. Hein. Effectivement, tout d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, qui sont des articles relatifs aux nominations, ou aux permutations ou aux révocations, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Ça, c'est le grand principe. Lisez encore l'article 76. La vacance de la présidente de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Nous sommes dans quelle hypothèse? L'hypothèse est l'empêchement définitif. Non, le contexte actuel où nous savons tous que, comme l'a dit la présidence, que le président serait malade, mais ce n'est pas... Non, la maladie n'est pas un empêchement définitif. La maladie n'est pas un empêchement définitif, mais ce fait, c'est qu'il peut faire 6 mois à l'hôpital dès que le médecin ne donne pas la conclusion qu'il est effectivement incapable d'assumer la fonction. Le gouvernement n'a pas d'éléments. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit... Donc, ça veut dire qu'il peut gérer le non, à partir de son lit de il est président. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà commencé à festoyer, à préparer, il n'y a pas d'intérim dans le cas d'espèce. Il peut être malade pendant 6 mois, même une année. Il peut toujours gérer le pays à partir de... Si la Cour constitutionnelle, sur base d'un document d'un médecin, il reste en fonction. Après la saisine du gouvernement pour déclarer la vacance du pouvoir, est-ce que vous pensez que la Cour est tenue d'aller dans le sens de l'appréciation du gouvernement où la Cour peut aller outre mesure et laisser le président exercer ses fonctions? A une très grande faiblesse et une très grande qualité. La Cour n'agit qu'en fonction des dispositions de la Constitution. Sauf peut-être si nous sommes dans une cour tirée gelou. Celle-là, elle n'est pas tirée gelou. Apparemment. Mais s'ils vont dans ce sens-là, ça devient un coup d'État constitutionnel. Ah, la situation est tellement... Donc voilà pourquoi nous disons, dans notre proposition de la nouvelle Constitution, on a prévu ça. Le président peut être empêché justement parce qu'il est enlevé par les terroristes. Le président peut être empêché justement parce qu'il est frappé d'une maladie. L'empêchement là, il est ambigu. Non, l'empêchement doit être définitif. Ça veut dire qu'il ne peut plus assumer des fonctions. Mais déclarer. Non, mais déclarer. D'abord, il y a d'abord la saisie. On saisit la Cour constitutionnelle par le gouvernement. Le gouvernement doit motiver. Et puis la Cour constitutionnelle doit déclarer. Et après, lorsqu'on constate la vacance, c'est en ce moment-là qu'on fait appel au président du Sénat, bien que nous ne souhaitons pas que cela se fasse. Et d'ailleurs, Bahati ne répond pas au critérium pour être intérimaire. Il n'y a pas de critères. Pour ce cas, il n'y a pas de critères. Non, mais être président du Sénat, il est valable pour assumer l'intérim. Non, mais effectivement, ça veut dire que si nous sommes dans ces cas-là, il peut y avoir une série d'activités politiques, d'options politiques. Premièrement, on fait partie Bahati. Deuxièmement, on met en place un nouveau président du Sénat. Et troisièmement, on constate la vacance. Non, mais nous sommes en politique. Qui va accepter de voir Bahati être à la tête du pays, même pendant 200 ans? Ce n'est pas un problème de qui a fait. La loi veut que lui, la loi veut que celui qui a été choisi président du Sénat soit là. Mais on ne parle pas de Bahati. Mais pour l'instant, c'est lui qui est là-bas. S'il le souhaite, il doit déchanter.
Très bien. Et ce qui est surprenant... Il n'a pas à le souhaiter à Alain Bolo. Non, il n'a pas à le dans les restos scientifiques comme nous l'avions toujours été. Non, mais nous sommes... Ce n'est pas un cas que tu souhaiterais. Non, il ne peut pas souhaiter. On constate que pendant ces moments de crise de santé au sommet de l'État, c'est Bahati qui est le président du Sénat. Donc ce n'est pas un souhait qui le mettrait de quelque part ou un vœu. Ce sont les faits qui font qu'il soit là, les circonstances. Non, il ne doit pas le souhaiter. Mais ce qui est vrai, dans la cité, ça s'est parlé. Ça s'est dit. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Moi, par moments, je suis surpris de voir certaines personnes prétendant être de l'Union sacrée venir avec ce genre de débats. Personne n'a déclaré que M. Tshisekedi était devenu inapte. Personne n'a déclaré que M. Tshisekedi était empêché définitivement. Pourquoi en parler en ces moments précis? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souhaitent le malheur de Félix Tshisekedi tout en étant dans l'Union sacrée. Ça, c'est méchant. Toi, tu ne le souhaites pas? Non. Pourquoi je devrais souhaiter la mort, l'infirmité de mon époux qui soit remplacé par Bahati? Quel changement? Ça, c'est quel changement, ça? Hein? On remplace l'orange par le citron. On n'a rien fait. Voyez? Ce n'est pas ça notre combat. Nous ne sommes pas dans un combat où on veut remplacer X par Y. Non. On veut remplacer un système par un autre système. Si M. Félix Tshisekedi sera dans l'incapacité, il sera frappé la situation sera conforme à l'esprit de l'article 75 et 76 de la Constitution, en ces moments-là, nous allons demander à la classe politique de se prendre en charge. Très bien. Vous avez demandé à la classe politique de se prendre en charge. Il y a une autre question de fond. Le président est malade. Mais ce n'est pas grave, sinon la présidence de la République. Admettons que ce sont des hypothèses. Nous sommes intellectuels. Ici, nous réfléchissons. Ce n'est pas un plateau où on vient accompagner l'invité. Nous réfléchissons ensemble. Je crois que les mêmes réflexions, vous les faites aussi à la maison. Ce sont des hypothèses. Je ne dis pas que cela va se réaliser. Admettons que cette situation de maladie se prolonge jusqu'à 6 mois, jusqu'à 1 année. Quelles sont les conséquences pour un pays comme le nôtre d'être dirigé par un président malade? Déjà, il n'est pas malade, le pays est majeur. Ah, allez, bon. Vous savez, il n'est pas malade, même quand il est en bonne santé, le pays apparaît grippé. Alors, imaginez-vous que nous soyons menacés par la guerre. Qui doit déclarer l'état de guerre? C'est la personne du président. Qui est malade? Qui est malade? S'il n'est pas dans la capacité de déclarer, en ce moment-là, il y aura l'alchimie politique. Probablement qu'il y aura des options politiques en violation de la Constitution qui vont être élevées. Donc ce sont là des problèmes. C'est pas dangereux ça? Non, mais c'est très dangereux pour la République. Voilà pourquoi nous disons nous devons réfléchir au-delà de la personne de Félix Tshisekedi. En réalité, dans notre Constitution, on doit prévoir toute éventualité. Si le président de la République est empêché et qu'il y a nécessité de signer une ordonnance, lui étant empêché, bien que l'empêchement n'est pas définitif, parce que dans le cas d'espèce, ce n'est pas encore déclaré, mais au moins qu'il y ait l'intérim. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le président tomberait malade et qu'il est évacué pour des soins de santé à l'étranger, l'intérim doit être assumé par quelqu'un. Non, mais il faut prévoir ça. Non, ça peut aussi être qu'il est à l'étranger, mais il n'a pas la possibilité de prendre l'avion. Il fait comment? Il va commencer à faire des choses qu'il va faire tout en étant au pays. Il doit commencer à signer des ordonnances au lit de alors que les ordonnances doivent être contresignées. Il n'y a que 4 types d'ordonnances qui ne seront pas contresignées par le Premier ministre. Mais tout ce qui reste doit être contresigné par le Premier ministre. Il doit être là. Et le faire en ligne. Non, mais la valeur de signature en ligne, je ne sais pas si la loi a prévu ça. Quelle est leur valeur juridique? À ce moment, le pays n'est pas géré alors. Non, mais même aujourd'hui, le pays est sous-géré. Vous savez que nous devons repenser l'État. Arrêtons de réfléchir comme Batata Laoma Bandeko. Nous avons un problème. Le cas ici nous pousse à réfléchir à 2 fois. Comment organiser l'État? Vous savez, dans notre parti, par exemple, là où nous avons réfléchi sur le parti en gestation. Non, mais parti déjà. Il n'est pas encore parti. Non, mais le parti n'est pas encore agréé. Le parti existe. C'est-à-dire que dans notre parti, nous avons réfléchi sur l'intérêt. La même situation dont on parle ici, on l'a connue avec l'UDPS. L'UDPS n'avait pas prévu la disparition du président national. Non, même l'élévation du président
être frappé par incompatibilité. L'UDPS n'avait pas prévu l'élection de leur président à la magistrature suprême. Voilà, donc ce sont là des problèmes qui demandent à ce que nous réfléchissions à deux fois. Je pense que nous voyons même dans certains documentaires, même dans certains films américains, nous voyons comment l'Amérique est organisée. Si tel n'est pas là, c'est tel qui le fait. Si tel n'est pas là, c'est tel qui le fait. S'il est dans telle position, c'est comme ça que ça va se faire. Mais chez nous, le constituant n'est pas entré en profondeur. Où était Mata pendant qu'on faisait ça? Lui qui est le hyper professeur en droit constitutionnel. Donc la Constitution n'avait pas prévu l'intérim temporaire. Temporaire. Ah là c'est vraiment une dimension qui échappe à beaucoup de gens parce que dans une situation comme telle, bah, tu aurais pu prendre le pouvoir temporairement, le gérer jusqu'au retour du président de la République. Oui, même comme il pouvait aussi signer avec les cabinets, en partenariat, bon, pas en partenariat, il pouvait aussi signer certaines ordonnances au cas où M. Félix Sekedi serait empêché pour des raisons de santé telles que le cas aujourd'hui. Parce que être à l'hôpital, être malade, n'est pas un cas d'empêchement définitif. Mais cela vous empêche tout de même de gérer. Physiquement, vous n'êtes pas à point pour gérer, mais la reconstruction ne parle pas de ça. Parce que si vous voulez faire partie de M. Félix Sekedi aujourd'hui, supposons que par la magie de la science, il est rétabli 2 mois après, vous faites quoi? Alors que la loi, la Constitution vous dit, on doit organiser les élections au plus tard 120 jours. 90 jours pour le début, avec possibilité de proroger pour 1 mois. Vous voulez organiser les élections, M. Félix Sekedi vient et vous dit non, j'étais malade, je ne peux pas empêcher, je suis là. Vous faites quoi? Il y a un président qui a été investi président du Sénat, il y a un président qui était presque mourant et qui est rétabli. Vous avez en face de vous quelqu'un bien qui n'avait pas la légitimité, mais quelqu'un dont la Constitution avait reconnu, et une autre personne est investie par la Cour constitutionnelle. Automatiquement, il y a un problème. Mais on n'est pas dans ces cas. Mahaty aussi ne souhaite pas que Félix... Non, il n'a même pas le droit de le souhaiter, ça ne sera même pas lui. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez Félix être candidat avec ses ennuis de santé qui commencent? Non, M. Félix Sekedi, d'ailleurs, dans ma philosophie à moi, si nous étions dans un pays serré, ça peut serrer la prison. Pardon? Alors, devant cette réalité, s'il n'est pas en prison, c'est qu'il veut dire que nous ne sommes pas un pays sérieux. Et dans ce cas, pourquoi devrait-il être en prison? La violation de la Constitution en ce qui concerne le président est considérée comme de la haute trahison. Violation volontaire. Pour quel cas? Non, mais il a violé la Constitution dans plusieurs... Il faut illustrer parce qu'on risque de nous prendre pour des gens qui parlent à l'heure. Non, mais il a suspendu l'installation du Sénat en violation de l'article 114. Il n'a pas compétence. Il n'a pas qualité, il n'a pas compétence. 2. Il a violé la Constitution dans son article 91 en élaborant un programme. 3. Il a violé la Constitution en ne respectant pas la chaîne de la dépense avec le problème. Non, 4. On va faire il a fait partie 2 juges de la Cour constitutionnelle. Alors que l'article 158 de la Constitution et l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont clairs. Merci Alain. 5. Non, il y a autant. Il a signé des accords bilatéraux avec des pays sans passer par le Conseil des ministres. Article 213, article 214. Il a fait violer la Constitution. Pour ça, il devrait être en prison. Non, mais la violation intentionnelle de la Constitution est considérée comme de la haute trahison. Article 164, 165, 166 de la Constitution. Pourquoi il n'est pas en prison? Non, mais justement parce que la justice est justice. Hein. Et la justice, notre justice, c'est qu'elle est. Très bien. Hein? Alain Bolodjoa, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Moi, je crois que notre pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas géré. Oui. Vous aussi, vous pensez la même chose? Également. Oui. L'alternative, c'est que? Il faut faire partie de tous les éléments malicieux et d'imposer l'ordre. Moi, je crois que notre pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas géré. Oui. Vous aussi, vous pensez la même chose? Également. Oui. L'alternative, c'est que? Il faut faire partie de tous les éléments malicieux et d'imposer l'ordre. Merci beaucoup. Cette émission est arrivée à sa fin.